Bonsoir à tous, bienvenue dans notre podcast, la série où nous parlons de santé de manière simple, claire et surtout adaptée à nos réalités africaines. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie des yeux, souvent silencieuse, mais qui est la première cause de cécité irréversible dans le monde. Vous avez bien compris, il s'agit du glaucome. En Afrique, cette maladie est encore largement sous-diagnostiquée, mal comprise et souvent découverte à un stade malheureusement très avancé. Avec nos invités, des ophtalmologues expérimentés, nous allons mieux comprendre ce qu'est le glaucome. Comment est-ce qu'il évolue? Comment le dépister à temps? Quelles sont les options thérapeutiques, c'est-à-dire les options de traitement? Et enfin, le rôle de la médecine traditionnelle dans la prise en charge. Alors, je le disais en introduction, on a la chance d'avoir deux ophtalmologues très brillants, très qualifiés, très compétents avec nous aujourd'hui. J'ai nommé le docteur Sylvain Wende Serge Bertrand Lalogo, ancien interne des hôpitaux. Il est titulaire d'un diplôme universitaire en drépanocytose. Il est bien entendu chirurgien ophtalmologiste et il est présentement le chef de service d'ophtalmologie au Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle à Ouagadougou au Burkina Faso. Bienvenue, docteur Lalogo. Nous avons également avec nous le docteur Bado Jonas Nathan, médecin ophtalmologiste également, présentement stagiaire associé. Le docteur Bado, au-delà de la médecine, est titulaire d'un master en nutrition, d'un diplôme interuniversitaire en vaccinologie. Alors, bienvenue à vous deux sur mon émission. Bado comme Lalogo, vous êtes des amis de très longue date, des promotionnaires de médecine. Merci. Merci, docteur Kouliat. Merci de nous inviter à ce podcast. Docteur Lalogo, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ophtalmologie et non peut-être orthopédie et même ORL? Je me souviens que quand nous étions en ORL, vous disiez à l'époque qu'il se pourrait que vous fassiez ORL. Qu'est-ce qui vous a amené à vous décider à faire ophtalmologie? Je dirais, c'était pas le premier choix au départ. L'idée, c'était de pouvoir combiner la médecine et la chirurgie. C'était cette spécialité-là où je peux pratiquer de la médecine et de la chirurgie, ce qui m'a amené en grande chirurgie. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer le maître qui m'a vraiment guidé vers l'ophtalmologie. J'ai nommé le professeur Jean-Wenceslas Diallo. À travers ce podcast que je profite à rendre hommage, c'est lui qui m'a vraiment inspiré pour devenir ophtalmologiste aujourd'hui. Et j'ai fait un stage dans son service, je suis tombé amoureux des yeux et puis je suis resté. Voilà ce qui m'a amené en ophtalmologie et je suis toujours. Très bien, j'ai aimé, je suis tombé amoureux des yeux. Allez, quand on est amoureux des yeux, c'est qu'on la pratique avec beaucoup de passion et c'est ce que j'entends dire de vous. Alors, docteur Bado, et vous, qu'est-ce qui vous a amené à faire ophtalmologie? Parce que vous avez été pendant très longtemps dans la santé publique, vous avez travaillé en milieu rural, vous avez occupé des postes importants et stratégiques. Et puis après, revirement ophtalmologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement qu'est-ce qui vous a amené sur ce terrain? Bien, donc, et pour ce qui est de mon cas, effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai un peu hésité parce que je recherchais un peu ma voie. Alors, j'ai tenté effectivement sa santé publique et j'ai trouvé que je ne me retrouvais pas dans mon élément. C'était pas ce que je voulais. J'ai un peu tâtonné et finalement, j'ai été interpellé par le fond d'œil. C'est un peu banal, mais comme le docteur Lalogo l'a dit, il est tombé amoureux des yeux. Moi, je suis tombé amoureux du fond de l'œil. Parce que quand vous voyez le fond de l'œil avec les vaisseaux, les signes, tout ça, ça m'a vraiment interpellé. J'ai aimé aussi le fait de pouvoir concilier la chirurgie, la médecine, l'appareil clinique. Et comme il a dit aussi, il y a aussi des maîtres qui nous ont démontré, qui nous ont donné l'amour de ce métier, qui a fait que finalement, j'ai opté pour l'ophtalmo. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. C'est excellent. Alors, on commence à discuter du glaucome. Docteur Lalogo, pourquoi est-ce que le glaucome est-il un problème de santé publique? Merci, docteur Kouliati.
Le glaucome est un problème de santé publique en ce sens que c'est la première cause de cécité irréversible. Et elle touche beaucoup plus les populations un peu foncées, qui sont beaucoup plus en Afrique et dans d'autres continents. Donc c'est pour cela que elle est classée par l'OMS comme un problème de... Ok, très bien. Docteur Bado, de quels chiffres parle-t-on au Burkina Faso? Est-ce que vous avez des données épidémiologiques? Oui, au Burkina Faso, dans les différents hôpitaux que nous avons à l'hôpital, et dans les différents hôpitaux que nous avons au Burkina Faso, effectivement, il y a eu des études qui ont été réalisées. Les chiffres varient entre 4% et souvent 8 ou 9%, en fonction donc des centres dans lesquels les études sont réalisées. Et malheureusement, la grande difficulté que nous avons dans nos pays, c'est que le diagnostic est souvent tardif. Donc, c'est souvent des glaucomes assez avancés, voilà, des patients qui ne voient quasiment plus, voilà, qui sont dans nos centres de santé. Donc, ce qui augmente un peu la charge donc, épidémiologique de la maladie. Un grand nombre de personnes qui ont le glaucome dans nos contextes deviennent une charge sociale. Donc, il y a effectivement le volet maladie, mais aussi le volet social en fait, à prendre en compte dans le contexte qui est le nôtre. Très bien. Docteur Bado, juste pour clarifier, environ 6, j'ai retenu environ 6%. Quand vous dites environ 6%, c'est 6% des consultations en ophtalmologie ou 6% dans la population générale. Effectivement. Ok. Ces patients que nous retrouvons dans nos hôpitaux, ceux qui ont le glaucome et qui voient et qui n'ont pas mal et qui sont dans la population sont assez nombreux. Donc, c'est une pathologie qui est sous-diagnostiquée. Les chiffres que je donne sont des chiffres hospitaliers et qui sont, bien sûr, comme vous le dites, estimés et sous-évalués. Donc, si je comprends bien, actuellement au Burkina, il n'y a pas encore d'études épidémiologiques en population générale. On n'a pas la situation de la prévalence du glaucome chez nous. C'est ce que je vous dis, les chiffres que nous avons sont au niveau hospitalier parce que la difficulté de faire une étude de grande ampleur, c'est voilà, c'est vraiment en population. Il faut, il faut en fait certains mécanismes, il faut un certain nombre de moyens. Je sais que la réflexion est en cours pour effectivement avoir des chiffres assez importants, mais actuellement, à l'étape actuelle des choses, je n'ai pas, en tout cas, ma connaissance, une donnée épidémiologique globale, vraiment dans la globalité de tous les pays. Voilà, mais Ok. je sais que la réflexion est en cours pour qu'on ait dans les années à venir, en tout cas, des chiffres assez, voilà, et voilà, assez réels de la situation de manière globale. Ok, très bien. Alors, docteur Lalogo, vous qui exercez dans un hôpital pédiatrique, est-ce que le glaucome concerne également les... Le glaucome concerne les enfants, ce qu'on appelle le glaucome congénital. On peut naître avec un glaucome qui est un peu différent du glaucome dont on va parler ce soir, qui est plus le glaucome des adultes. Contrairement à ce type de glaucome, l'enfant naît avec son glaucome et il y a la possibilité de pouvoir prendre en charge l'enfant. Si l'enfant est pris en charge très tôt, il peut avoir une vision normale. Ok, C'est parfait. un enfant généralement qui naît avec des gros yeux bleuâtres que les parents doivent être alertés et venir rapidement en consultation parce que ça peut endommager la vue de l'enfant et donner une cécité définitive. Bien sûr, on essaie de sensibiliser tous ceux qui ont en charge les enfants euh, pour les causes de ce qu'on appelle des leucocories. Les leucocories, tout ce qui est anomalie visuelle dès la naissance, qu'ils puissent regarder et les référer à... Ok, excellent. Alors, on parle de glaucome, mais on n'a pas encore défini le glaucome. Est-ce que, docteur Bado, vous pouvez définir le glaucome? C'est quoi le glaucome? Pouvez-vous l'expliquer en français? Très facile, de sorte à ce que tous les auditeurs puissent comprendre. Oui, et le glaucome, effectivement, en français, très facile.
On va dire que c'est un groupe de maladies. Parce que le glaucome n'est pas qu'une seule maladie. Comme le docteur Adia parlait du glaucome congénital, c'est une maladie à part entière, différente du glaucome de l'adulte et d'autres types de glaucome. Donc, le glaucome est un ensemble de maladies des yeux qui est caractérisé par une destruction progressive de certains types de cellules spécifiques de la rétine. Donc, la rétine, si vous voulez, c'est le nerf de l'œil, c'est d'où part le nerf de l'œil. Donc, il y a une destruction de certains types de cellules précis au niveau de la rétine, une destruction progressive qui va à la longue entraîner des troubles, une baisse de la sensibilité de la rétine en question. Voilà, donc, et qui va à la longue entraîner une cécité irréversible. Que les mots ici sont assez importants. Progressive, c'est important. La baisse de sensibilité de la rétine, c'est important. Et la cécité irréversible est importante. C'est des éléments clés qui sont importants pour nous parce que ça nous permet non seulement de pouvoir faire la surveillance et aussi de voir un peu l'évolution et la prise en charge. Très bien. Merci beaucoup pour ces explications. Dans l'entendement général, quand on parle de glaucome, on a l'impression que c'est l'augmentation des pressions intra-auriculaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous n'en avez pas fait cas aujourd'hui? Effectivement, c'est le premier conséquent. Alors, la pression intra-oculaire rentre dans le cadre des facteurs de risque du glaucome. Voilà, donc le glaucome, nous en tant qu'ophtalmos, quand on dit glaucome, il faut qu'il y ait une atteinte de la rétine, une atteinte du nerf essentiellement. Lorsqu'on parle de pression intraoculaire, la pression, lorsqu'elle augmente, elle peut effectivement conduire au glaucome si rien n'est fait. Glaucome. Ok, mais ce n'est pas une condition. N'est pas forcément. Non, ce n'est pas une condition. Il y a d'autres conditions, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Excellent. Excellent. Docteur Bado vient de dire que le glaucome est un groupe de pathologies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer toutes les formes de glaucome? Et alors, puis, on a ce qu'on appelle les glaucomes. Alors, on peut classer le glaucome en deux catégories. Ce qu'on appelle les glaucomes primaires et les glaucomes secondaires. Secondaire, qui peut être dû à quelque chose plus tard, une maladie, traitement, par exemple. Alors, parmi les glaucomes primaires, on a ce qu'on appelle le glaucome congénital, le glaucome qui touche l'enfant dès la naissance. Il y a le glaucome juvénile qui touche le sujet jeune, moins de 40 ans. Et on a le glaucome de l'adulte, au-delà de 40 ans. Tout ça, ce sont des glaucomes primaires. On a également les glaucomes secondaires. Secondaires peut-être par rapport à un traumatisme, une maladie, une infection de l'œil peut donner un glaucome secondaire. Le diabète peut donner un glaucome secondairement et d'autres anomalies comme les occlusions vasculaires peuvent donner ce qu'on appelle le glaucome néovasculaire. Tout ça sont des glaucomes secondaires à une maladie. Les corticoïdes. Les corticoïdes que les femmes utilisent, malheureusement, dans la dépigmentation, peuvent à long terme donner un glaucome. Donc, ce qui est beaucoup plus fréquent dans notre contexte, c'est le glaucome congénital et le glaucome surtout de l'adulte au-delà de 40 ans, ce qu'on appelle le glaucome primaire à angle ouvert. Très bien. C'est bien que vous ayez noté les angles parce que on entend parler de glaucome à angle ouvert, glaucome à angle fermé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? C'est quoi la différence et qu'est-ce que ça veut? Alors, disons que l'angle, on va dire qu'à l'intérieur de l'œil, il y a un mécanisme qui permet la circulation du liquide entre deux compartiments. Donc, il y a ce qu'on appelle l'humeur aqueuse. Et l'humeur aqueuse va déterminer la pression de l'œil. Alors, il se trouve que l'humeur aqueuse est filtrée au niveau de l'angle de l'œil. Et cet angle-là peut être fermé. L'angle est fermé, ça va empêcher le coulement de l'humeur aqueuse. Donc, ça va augmenter la pression de l'œil et ça va se répercuter sur le nerf de l'œil. Donc, ce qu'on appelle le glaucome à angle et le glaucome à angle ouvert. L'angle peut être ouvert et malgré tout ça, on peut avoir ce qu'on appelle une pression élevée ou une pression normale et il y a toujours une atteinte
sur le nerf de l'œil. Donc, c'est un terme un peu technique, mais c'est à l'issue de l'examen ophtalmologique que l'ophtalmologue va examiner l'angle de l'œil et dire si l'angle est fermé, si l'angle est ouvert. Mais dans notre contexte, on a généralement des glaucomes à angle et les glaucomes à angle fermé ne sont pas très fréquents. Bon, selon les études hospitalières, on va bien préciser parce que comme il n'y a pas d'études, voilà. Et il est démontré que les glaucomes à angle fermé sont beaucoup plus fréquents chez les Asiatiques et chez certains Caucasiens. Mais par contre, les populations africaines, d'ascendance africaine, vous m'entendez? Vous Docteur Bado, je m'entendez? ne sais pas si vous... Est-ce que vous avez... Docteur Bado, est-ce que vous avez entendu ma Oui, question? Voilà, je demandais, est-ce que vous pouvez nous expliquer la physiopathologie du glaucome? Oui, oui, je pense que j'ai eu un problème de connexion. Ça allait Est-ce du que vous direct. pouvez nous expliquer la physiopathologie du glaucome? Qu'est-ce qui se passe je ne vous concrètement dans reçois l'œil pour pas, que le docteur glaucome se Koudjati. développe? Ok. Ok. C'est l'augmentation de la pression intraoculaire. Alors, la pression intraoculaire, comment est-ce que ça marche? C'est comme si vous avez en fait un ballon que l'on gonfle et au niveau duquel il y a un endroit pour diminuer la pression. Quand on gonfle le ballon, on diminue la pression pour avoir un équilibre. Pour ne pas que le ballon, donc, il éclate. Voilà. Donc, alors, il y a un organe qui permet de sécréter un liquide qui est lumière aqueuse dans l'œil. Et il y a un endroit pour que la lumière aqueuse puisse s'infiltrer pour s'éliminer. Donc, pour qu'il y ait l'équilibre au niveau de l'œil. En général, avec l'âge ou avec certains facteurs, les facteurs génétiques, les facteurs héréditaires, voilà, plusieurs éléments, on pourrait les citer plus tard. On peut avoir que le liquide en question qui devrait s'écouler normalement dans l'œil stagne. Donc, si vous avez une pluie dans le quartier et que l'eau stagne dans le domicile ou dans le quartier, vous aurez une inondation. Vous aurez les portions qui seront inondées. Donc, il y aura des dégâts. C'est la même chose. Lorsque le liquide qui est dans l'œil ne s'écoule plus normalement et qu'il stagne dans l'œil, c'est logique, puisque le liquide, il est produit régulièrement. La structure qui produit le liquide, elle continue de travailler. Elle ne s'intéresse pas de savoir l'eau, le liquide ne s'écoule pas. Elle continue de travailler. Lorsque ce liquide n'est pas éliminé, la pression augmente. Et quand la pression augmente, la pression, si vous voulez, c'est comme si on a entre 1,2 et 1,5 million de ces cellules en général. Par année, avec le vieillissement, on perd environ 0,5%, donc environ 300, 400 ou 500. Mais avec le glaucome, ces cellules vont mourir beaucoup plus rapidement. On peut aller jusqu'à 20% de perte de ces cellules. Donc, vous imaginez une personne qui devrait perdre passe par ces cellules-là, c'est le fil conducteur qui permet d'envoyer l'image que l'on voit au cerveau pour qu'on puisse voir. Donc, quand la pression augmente et que les cellules meurent, il y a de moins en moins de cellules capables de conduire l'information, conduire l'image jusqu'au cerveau. Et progressivement, les cellules meurent et finalement le glaucome s'installe. Alors, ce qui est particulier dans le glaucome, c'est que, en général, il faut au moins une perte de 30% de ces cellules-là pour qu'on commence à avoir des déficits au niveau du champ de vision, donc au niveau du champ visuel. Pour que le patient puisse ne plus voir des parties au niveau de son champ de vision, il faut une perte de 30%. Donc, il faut qu'il reste en moyenne au maximum 70%. Et il doit gérer ces 70% tout le reste de sa vie. Avec bien sûr le fait qu'il y a la maladie qui accélère la perte des cellules.
Donc, vous voyez comment ça se passe et pourquoi est-ce que souvent le diagnostic est tardif. D'où l'intérêt, on en parlera d'ici la fin de l'émission, de dépister de manière précoce avant qu'il y ait vraiment un grand nombre de pertes. Donc, voilà un peu ramasser la physiopathologie, comment ça marche. Il y a des structures qui produisent du liquide dans l'œil et ce liquide doit s'éliminer quelque part. Et c'est sur ces deux facteurs que nous allons jouer dans le traitement. Voilà, il faut jauger la quantité de liquide qui est produite dans l'œil et aussi comment est-ce qu'on gère aussi donc l'élimination du liquide de l'œil portante pour comprimer ou en tout cas pour étouffer les nerfs et faire détruire les cellules. Voilà. Donc Ok, voilà ce très que bien. je peux dire, Non, ramasser très sur bien, c'est la bien compris. pathologie. Donc, c'est comme si il y avait une inondation dans la maison et que, je sais pas, peut-être le réseau électrique qui est la rétine qui doit conduire l'image là est affecté à cause de l'eau. Ok, mais docteur Effectivement. Bado, ce que je ne comprends pas, c'est que vous avez dit que l'angle est ouvert. Donc, normalement, si l'angle est ouvert, il devrait avoir écoulement de liquide, n'est-ce pas? Oui. Alors, l'angle est ouvert. Alors, ce que docteur Logo il a expliqué, mais il n'est pas rentré dans les détails, parce que, comme il vous l'a dit, c'est l'ophtalmologiste qui peut vous faire l'examen et vous dire que l'angle est ouvert ou fermé, parce que on peut bien voir un angle. Alors, je vous donne un exemple. Vous pouvez avoir une porte qui est ouverte. Est-ce qu'une porte ouverte veut dire que vous pouvez rentrer dans la maison? C'est pas évident. On peut avoir une porte ouverte, mais avoir un rideau. On peut avoir une porte Ok, qui semble ouverte, mais avoir une vitre, ou bien avoir un grillage. C'est de ça qu'il s'agit. L'angle ouvert parce que je ne sais pas si vous voyez, en fait, l'angle est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image, l'angle est comme ça. oui, oui. On a normalement, l'angle, en fait, on a un angle de, on va dire, un chiffre comme ça, 45 degrés. Quand on a 45 degrés, on a un espace par lequel le liquide peut passer. Il y a des cas où c'est comme ça. Donc là, on dit que l'angle est fermé. Est-ce que je comprends? Ça dit vous n'avez pas un espace. Mais on peut avoir 45 degrés, le liquide devrait pouvoir passer, mais il y a un tamis, il y a un filtre, il y a un endroit où il y a des petits trous, donc un tamis par lequel le liquide doit pouvoir s'infiltrer. Et il peut y avoir des obstacles à ce niveau qui empêchent, qui réduisent la circulation du liquide là à ce niveau. Donc l'angle peut être ouvert, mais peu perméable. C'est Ok. les deux éléments importants. Voilà. Il y a l'ouverture, mais il y a la perméabilité au liquide qui est diminuée avec l'âge, voilà, et qui est diminuée aussi du fait de plusieurs éléments qui peuvent donc entraîner une diminution de filtration. Non, ok, excellent, très bien. Alors, docteur Lalogo, c'est quoi la pression normale de l'œil? Parce que Alors, la pression est considérée comme normale si elle est entre c'est un intervalle, ce n'est pas un chiffre. C'est considéré comme pression normale, une pression qui est entre 10 et 20 mm de mercure. Alors, elle peut être mesurée par différentes méthodes, mais classiquement, on la mesure à, à travers ce qu'on appelle le tonomètre. Le tonomètre, c'est l'appareil qui permet de mesurer la tension de l'œil. Le tonomètre à implantation de Goldman qui est le plus utilisé. Il y a également d'autres appareils qui permettent de mesurer. Vous allez voir chez certains patients, on va dire que l'air a touché l'œil. Appareils contact et des appareils non contact. C'est-à-dire que l'appareil peut toucher l'œil pour mesurer la pression, ou bien l'appareil ne touche pas, utilise soit de l'air, soit un infrarouge pour pouvoir mesurer la pression. Donc, c'est comme ça qu'on mesure la pression de l'œil. ok. Est-ce que, par exemple, vous, en tant qu'ophtalmologue, si vous deviez aller à Logbourg ou à Machakoali, où vous ne disposez pas d'un appareil, que vous avez un patient en face de vous, est-ce qu'avec la main, vous pouvez avoir une idée, bien entendu, vous n'aurez pas la pression exacte, mais est-ce que on peut déjà avoir une idée en touchant, en manipulant? La pression au palpé, c'est-à-dire avec les doigts, elle n'est pas sensible. On ne peut pas vraiment apprécier la pression normalement à travers les doigts, sauf si elle atteint un certain niveau
ou quand on touche l'œil, il devient dur comme du bois. Ça veut dire qu'on est à un stade où c'est déjà très avancé et puis c'est difficile. Par contre, avant, on ne disposait pas d'appareils portatifs. Aujourd'hui, on dispose des appareils portatifs comme des tonomètres à rebond, c'est-à-dire qu'ils utilisent un système de rebond. C'est assez malléable, on peut l'amener partout et mesurer la pression de l'œil. Donc, aujourd'hui, on peut mesurer la pression de l'œil chez les patients dans des zones très reculées. Alors, maintenant, pour ce qui est du dépistage du glaucome, ça c'est un autre sujet. Ok, très bien. On reviendra sur le dépistage. Je souhaite qu'on aborde les causes et les facteurs de risque. Peut-être la question sera adressée à Dr Lalugo. Quelles sont les principales causes et les facteurs de risque du glaucome? Bien entendu, en introduction, vous nous avez expliqué qu'il y a les glaucomes primaires et secondaires. Néanmoins, est-ce que vous pouvez développer? Les principaux facteurs de risque du glaucome, déjà, on a l'âge, plus l'âge est avancé, plus on peut développer, on va préciser. Il s'agit ici du glaucome primaire en ouvert. Bien sûr. Voilà, donc on va bien circonscrire le sujet, sinon on va se perdre. Alors donc déjà, l'âge, plus l'âge est avancé, c'est un facteur de risque. Généralement, on considère la quarantaine et on préconise de faire le dépistage autour de cet âge. Les autres facteurs sont les antécédents familiaux. Une fois qu'il y a un glaucome dans la famille, notamment chez le père ou la mère, ou un frère ou une soeur, vous êtes à risque de développer un glaucome. Ce n'est pas linéaire, mais vous êtes à risque. Alors, il y a également l'origine ethnique, on parlait plutôt de population noire d'origine africaine, d'ascendance africaine. On a remarqué que c'est un facteur de risque du glaucome primaire à angle ouvert parce que chez cette population-là, on observait des glaucomes de plus en plus précoces, de plus en plus méchants et de plus en plus agressifs. En dehors de ça, on a ce qu'on appelle les cornéas. La cornée, c'est la partie qui la fenêtre transparente de l'œil. Si elle est mince, c'est un facteur de risque de glaucome. Il y a également la myopie. La forte myopie, c'est un facteur de risque de glaucome. Une myopie jusqu'à -6, au-delà de -6, c'est un facteur de risque de glaucome. Voici énumérer les principaux facteurs de risque de glaucome. Ok, très bien. Juste une question très rapide. Quels sont ceux que vous retrouvez le plus? Bien entendu, il y a l'ascendance africaine. En dehors de ça, qu'est-ce que vous retrouvez, vous, le plus dans votre clinique? Au Burkina, qu'est-ce qu'on retrouve le plus comme facteur de risque? Juste une précision, j'allais revenir par rapport à la pression intra-oculaire, qui est le principal facteur de risque. Si la pression intra-oculaire est élevée, c'est le principal facteur de risque. Et d'ailleurs, c'est sur ce facteur-là qu'on peut agir. Or, la plupart des patients qui viennent, c'est déjà des patients en Afrique. C'est le facteur de risque qu'on retrouve le plus. Et on remarque aussi des pressions intra-oculaires qui sont très élevées. Bon, la population, l'ascendance génétique, bon, vu que nous sommes dans un contexte africain, les patients, voilà, déjà à peau noire, donc déjà ça, c'est le facteur de risque. Ok, très bien. Alors, nous allons maintenant peut-être décrire un peu la clinique. Docteur Bado, c'est quoi les signes cliniques du glaucome? Vous nous avez dit tantôt qu'elle évoluait de façon silencieuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer néanmoins quels sont les signes qu'on retrouve au début, auxquels il faut prêter attention, les signes d'alerte et puis les signes qu'on retrouve lorsque malheureusement la maladie a beaucoup avancé? D'accord, très bien, merci. Alors, pour les signes, je vais prendre le cas, je vais commencer par le glaucome congénital. Comme Dr Lalugo l'a dit, c'est quand même un glaucome qui est assez important, qui est assez fréquent dans notre contexte. Le glaucome congénital, lorsque vous avez votre enfant, votre nouveau-né, un nouveau-né ou un nourrisson, le glaucome congénital va jusqu'à 3 ans. Un enfant jusqu'à 3 ans, il peut avoir des signes de glaucome congénital. Alors, lorsque vous remarquez que l'enfant larmoie régulièrement, lorsque vous remarquez que l'enfant a peur du soleil, dès qu'il y a de la lumière au soleil, il ferme les yeux, il n'arrive pas à ouvrir les yeux,
Lorsque vous sentez qu'il a tendance à apporter la main au niveau de ses yeux, il frotte beaucoup les yeux, voilà. Lorsque vous remarquez que l'œil est dévié ou l'œil danse, l'œil bouge, voilà, l'œil n'est pas fixe, d'accord? En résumé, on dit souvent que c'est le glaucome, c'est autre chose, parce qu'il y a aussi d'autres maladies au niveau des yeux des enfants qui sont bien donc à dépister assez tôt. Chez l'adulte, les signes que l'on peut avoir, c'est essentiellement des signes qui peuvent être liés soit à une pression intraoculaire lorsque la pression intraoculaire monte en tout cas à un certain niveau, on peut avoir des céphalées, donc des maux de tête. Des maux de tête qui sont souvent au niveau du front, qui descendent un peu dans les yeux. On peut ressentir comme une pression voilà, dans l'œil. L'œil serre un peu. Voilà. Souvent, on pense que c'est la fatigue. Souvent, on se dit non, bon, voilà, c'est le stress, c'est la vie. Voilà. Comme la vie est dure, on va dire comme ça. Donc, souvent, voilà, on se dit bon, c'est ça. Et ça peut effectivement être des signes, voilà, avoir un champ. En tout cas, vous trouvez que le champ de vie n'est pas très. Il y a des difficultés à ce niveau. Bon, c'est aussi des signes qui doivent être. En termes de glaucome, le glaucome de c'est ce qu'on dit, on appelle le voleur silencieux de la vue. On dit qu'au départ, il n'y a pratiquement pas de signe. Ce que le docteur Bado essaie d'expliquer, c'est quand la pression est arrivée à un certain niveau, la personne commence à manifester des signes. Et ce qui est le plus grave, le médecin ne peut pas savoir, c'est un glaucome. Le patient ne sait pas que c'est un glaucome. Donc, c'est tout l'intérêt vraiment du dépistage précoce. Il n'y a pas de signe, le patient ne va pas se présenter et le médecin aussi ne saura pas. Donc, si on ne fait pas le dépistage précoce, on ne peut pas savoir. Donc, vraiment, au tout début, il n'y a pratiquement pas de signe pour ce qui concerne le glaucome primaire à angle ouvert. C'est le danger comme ça. Donc, la personne peut se réveiller un beau matin, ça dit que comme c'est une maladie qui est progressive, la maladie vole sa vision. Donc, cette action le caractérise de sight fif. C'est-à-dire que le voleur silencieux de la vue. Moi, je comprends toujours à votre capitaine de banque. Le glaucome vient, il prélève 5 francs chaque jour et vous ne savez pas. Vous n'allez pas savoir comment. On a fait quelque chose. Donc, ça doit être attention. Jusqu'au jour où vous allez faire le point que vous avez vu que la vision commence à ne plus convenir. Donc, vous allez venir chez le médecin et déjà, on va voir qu'il y a déjà un stade qui est avant. Le dépistage précoce, là, c'est très important. Ok, on va revenir sur le dépistage tout à l'heure. Docteur Bado est là. Maintenant, docteur Bado, rapidement, à un stade très avancé, qu'est-ce que vous retrouvez? J'imagine que vous retrouvez parfois des patients qui ont malheureusement déjà perdu la vue et en plus de la perte de la vue, qu'est-ce que vous retrouvez chez ces patients-là? Les signes, c'est essentiellement les signes de perte de vue et de douleur, parce que quand la pression monte à un certain niveau, on peut avoir mal, comme je l'ai dit tantôt, et c'est la perte de vue. Il n'y a pas d'autres signes que voilà. Ok. Donc, même à un stade avancé, ça reste quand même une maladie très discrète qui se limite à la sphère ophtalmologique. Ok, parfait, très bien. Alors, maintenant qu'on a vu, on a compris comment est-ce que le glaucome se développe, quand on a compris les causes du glaucome et puis les signes du glaucome, on va aborder le traitement. Quel est le traitement standard du glaucome? Peut-être, docteur Lalogo, vous pouvez développer le traitement qu'on a et puis avec Bado, on verra, on va regarder les perspectives, les traitements qui sont de développement. Pour ce qui est du traitement, il faut préciser d'abord le but du traitement. C'est très important parce que c'est très important pour que le patient comprenne bien ce qu'on fait et quel chemin on va prendre. Le but du traitement ici, c'est une maladie qui est progressive. Donc, le but du traitement, c'est de stopper ou de ralentir considérablement la progression de la maladie pour que le patient puisse avoir un confort visuel le plus longtemps possible. Parce que si le patient comprend ça déjà, c'est gagné. Alors, pour ce qui est des options thérapeutiques, c'est-à-dire différents types de traitements qui existent,
On a ce qu'on appelle les colis, le traitement chirurgical à travers une intervention. Plusieurs types d'interventions qu'on peut faire sur l'œil dans le but de pouvoir baisser la tension de l'œil. Les collyres également, c'est dans le but de pouvoir baisser la tension de l'œil. Et on a ce qu'on appelle le traitement physique à travers le laser. Donc, il y a des lasers également qu'on peut utiliser pour pouvoir baisser la pression à l'intérieur de l'œil. Ce sont les trois types de traitements qui existent. On peut rentrer dans les détails, mais voilà, c'est en gros les trois types de traitements dont on dispose. Le traitement est fonction du stade de la maladie. Donc, on ne peut pas vraiment dire quel est le traitement type. En fonction du stade de la maladie, on peut combiner les traitements. Voilà, donc, il n'y a pas une recette miracle pour un patient type. Donc, en fonction du stade de la maladie, on va voir avec le patient quel traitement peut apporter de bons résultats. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que font les traitements médicamenteux? Les collyres, là, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils diminuent la production de liquide? Est-ce que vous pouvez expliquer aux patients pour qu'ils comprennent? Comme ça, demain, lorsque vous lui prescrivez un collyre, il sait pourquoi est-ce que vous lui prescrivez le collyre et ce que fait le collyre dans son traitement. Pour ce qui est des collyres, il y a des collyres qui vont permettre de diminuer la pression de l'œil, c'est-à-dire et d'autres collyres qui vont permettre de baisser la production de liquide et de favoriser l'écoulement du liquide et diminuer la pression. Donc, c'est comme je disais, il y a beaucoup de classes de médicaments et on peut amener à combiner. Et même les fabricants combinent déjà certaines classes de médicaments pour pouvoir avoir un seul flacon pour pouvoir améliorer quand même la compliance du traitement. Ok, donc vous voulez dire qu'il y a des traitements qui arrivent à diminuer la production de liquide. C'est des traitements qui vont jouer sur l'écoulement. ok, et il y a des traitements qui vont diminuer aussi la production du liquide. Exactement. C'est ça, tout à fait. Oui, il y a d'autres mécanismes qui entrent en jeu de façon concentrée pour ne pas appuyer ceux qui nous suivent. Ce sont les différentes classes de médicaments dont on dispose dans l'arsenal thérapeutique. Ok, parfait. Docteur Bado, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on fait dans la chirurgie? Docteur Lalogo a mentionné le traitement chirurgical. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans le traitement chirurgical? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous partez tripoter dans les yeux de vos patients? Alors oui, le traitement chirurgical, il consiste essentiellement à agir sur la voie d'élimination du liquide dans l'œil. Voilà, donc c'est essentiellement sur cette voie. Voilà. Pour ce qui est de la voie qui produit, en général en chirurgie, on ne touche pas, mais c'est la voie qui élimine. Donc ce qu'on fait, on essaie d'agrandir un peu, voilà, dans la porte. Vous avez de l'eau qui stagne à la maison. L'angle, voilà. Donc, au niveau de l'angle, on essaie donc de faire donc des orifices un orifice un peu plus large pour que le liquide, pour être assez simple, hein, que le liquide puisse donc avoir plus de place pour voilà, s'évacuer et éviter que le liquide ne stagne au niveau de l'œil. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous mettez des prothèses, des anneaux qui permettent. Alors, il y a plusieurs dans. Il y a la chirurgie, il y a un type de chirurgie où on ne met pas de prothèse. Ça veut dire, on va juste ouvrir davantage, on ouvre juste davantage donc l'orifice et pour que le liquide puisse voilà, s'évacuer assez facilement. Il y a un autre type de traitement où on met des dispositifs qui élargissent qui élargissent un peu la porte. Et de plus en plus, c'est sur ce volet que la science qu'on est en train de travailler. Parce que de plus en plus, il y a de plus en plus de dispositifs qu'on arrive à mettre en place, à fabriquer, à inventer si on veut,
pour pouvoir placer au niveau de l'angle pour augmenter l'élimination donc du liquide, pour ne pas arriver au stade de chirurgie. Parce que la chirurgie, pour aller vraiment ouvrir chirurgicalement l'angle, c'est le traitement, c'est le dernier niveau de traitement si on veut. En général, quand tout a échoué, c'est le dernier niveau. Mais avant cela, on peut effectivement, si les gouttes, les médicaments par voie orale, des comprimés ou autre chose n'arrivent pas à régler, ou en fonction du cas, du type de glaucome, on peut être amené effectivement à mettre des dispositifs au niveau de l'angle pour ouvrir davantage, voilà, l'œil et l'angle au niveau de l'œil pour que le liquide puisse voilà, s'écouler assez facilement. Voilà, donc à ce niveau, il y a une diversité voilà, de solutions. De plus en plus, il y a de Très nouvelles bien. choses. Docteur Bado, est-ce que vous pouvez nous répondre rapidement que la chirurgie pour le glaucome est disponible au Burkina Faso? Affirmatif. Comme Bien dans sûr. le privé? Bien sûr. Très bien. Est-ce que vous utilisez des prothèses? Est-ce que on maîtrise la technique de prothèse? Parce que j'imagine que elle est mieux pour le patient. Est-ce que pour le moment, on arrive à utiliser cette technique-là? Alors, les prothèses, on va plutôt parler donc, des dispositifs intraoculaires. Ce terme tient mieux que les prothèses, parce que quand on parle de prothèses, nous, ophtalmos, c'est autre chose. Non, les dispositifs intraoculaires, à ma connaissance, au Burkina, on ne l'utilise pas en routine, mais il n'est pas exclu qu'il y ait des ophtalmos qui les commandent de l'extérieur, qui les commandent et qui les placent. Voilà, cela est possible. Mais dans la pratique en routine, c'est pas quelque chose qui est très, très utilisé. Voilà, mais je pense que dans les années à venir, c'est des choses qui le seront. Parce que ça donne quand même de très bons résultats. Voilà, et de plus en plus, donc les praticiens iront dans ce sens. Ok, Les dispositifs utilisés dans la chirurgie du glaucome, on n'a pas une expérience en tant que telle, parce que déjà, il faut noter que c'est des dispositifs qui sont quand même onéreux, chers, donc sauf si c'est des patients d'un certain niveau qui peuvent acheter et déjà aussi, il faut que le chirurgien ait l'expérience de poser ces dispositifs-là. Donc, on a une expérience coûteuse. Ok. Bado m'a dit À qu'il pense que c'est connaissance, possible. non. Du coup, est-ce que vous savez concrètement s'il y a des centres qui le font? Ok. Quand vous dites que c'est le traitement est onéreux, les dispositifs, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur? J'imagine que vous ne connaissez pas les prix exacts, mais est-ce que vous savez à peu près combien est-ce que ça coûte? Euh, à la logo ou à Bado, Bado, est-ce que l'un de vous Peut-être a une un idée du docteur prix Bado qui peut qui est peut-être encore donner en une idée France? du prix parce que voilà, en France, peut-être qu'ils ils ont accès à ça et qu'ils utilisent. Bado, est-ce que vous savez alors, juste un ordre d'idée? il faut un ordre Si vous me d'idée. dites 1000 euros, 10 000 euros, En fonction, non, 10 000 euros, ça pourrait quand même tourner autour de 1000. Voilà, 1000 sous réserve euros. que je vérifie, voilà, 1000 euros, c'est autour quand de même. 1000. Bon, je ne dis pas que c'est facile, Voilà. mais je me dis que c'est quand même. On pourrait le faire au Burkina. Mm. Parfait, très bien, très bien. On a bien compris. Maintenant, docteur Lalogo, est-ce que vous pouvez nous expliquer le traitement au laser? Qu'est-ce qu'on fait? On a compris le traitement médical qui réduit la production de liquide et qui favorise l'évacuation. On a compris le traitement chirurgical qui va aller écarter l'angle, les vannes pour que le liquide puisse s'écouler. Qu'est-ce que le laser fait dans le traitement? Comment est-ce que qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on utilise le traitement au laser? Et puis, à quel stade? Est-ce pour les patients avec un glaucome modéré ou est-ce pour des patients avec un glaucome très avancé, sévère? Le laser, il existe deux types de laser. Le laser qui agit sur l'angle de l'œil, qu'on appelle laser SLT, et le laser qui va aller détruire laser cycle d'extinction. C'est-à-dire que le laser va aller détruire l'organe qui produit de l'heure aqueuse.
ce qui est du laser SLT, c'est un laser qui va agir sur l'angle. Donc, il va agir sur l'angle. Au niveau de l'angle, il y a comme un tamis. Et le laser va agir sur l'angle en ouvrant bien les tamis là pour que le liquide puisse mieux s'écouler. Donc, ça, c'est le laser SLT et qui est disponible au Burkina. Pas au Burkina. Et là, on appelle le laser qui va entraîner une cyclodestruction. Ça, c'est utilisé à des stades très avancés. Quand, par exemple, on n'arrive pas à faire baisser la tension de l'œil et on est obligé d'aller détruire un peu le corps ciliaire, c'est-à-dire qui contribue à le liquide dans l'œil. Donc, si on détruit un peu ce corps ciliaire-là, il ne pourra plus augmenter sa production. Donc, la tension va baisser. Et ça, c'est utilisé uniquement dans les cas de traitement. C'est-à-dire qu'on a essayé tous les types de traitements et ça ne marche pas. Voilà. Le laser SLT peut être utilisé dans les cas de type de glaucome débutant à modéré, voilà, pour pouvoir stabiliser la tension. Et l'avantage de ce laser, c'est que le laser peut être répété et il peut être combiné aussi à des traitements médicamenteux où on peut utiliser uniquement le laser et le patient peut s'en passer du médicament. C'est possible. Ok, très bien. Alors donc, je comprends que le laser qui va détruire les corps ciliaires là n'est pas disponible au Burkina. Vous confirmez? D'utiliser un gaz pour détruire le corps ciliaire, ça c'est disponible dans un hôpital public au Burkina. Voilà. Ok, parfait. Très bien. Quand on parle on va parler maintenant du coût du traitement, ok? Parce qu'on est en train de s'adresser à des patients. Le traitement avec les collyres chirurgicales et puis le traitement au laser. Le traitement avec les collyres, ça coûte environ combien par mois? Je demande peut-être ça à Lalogo. Bado, vous nous direz combien est-ce que coûte le traitement chirurgical et puis Lalogo nous dira le coût du traitement au laser. En moyenne, hein? On est vraiment dans la moyenne. Pour ce qui est du traitement par les collyres, traitement médical, le coût va varier entre 9 000 et 20 000. Voilà, parce que les collyres varient et il y a des collyres combinés. Donc, en fonction, si c'est une seule molécule, le coût peut-être va être moindre. Sinon, si c'est des molécules combinées, on va tendre vers peut-être 20 000 dans la boîte que le patient devrait acheter chaque mois. Donc, en moyenne, on peut dire entre 9 000 et 20 000 francs par mois. Et si le patient doit acheter plusieurs colliers, voilà, ça va dépasser ce. Ok. Est-ce que des génériques existent? Est-ce que la plupart des traitements existent sous forme générique? Et dans générique, je mets les génériques rebrandés. Ça veut dire que les molécules qui sont déjà dans le domaine public, que certains labos développent et mettent leur nom commercial. Est-ce que la plupart des médicaments sont déjà sous générique? Pour ce qui est de traitement générique, je pense que c'est le Timoptol. Le Timoptol qui existe sous forme générique. Sinon, toutes les autres molécules, ce sont des spécialités et quand même, ça coûte un peu plus cher. C'est le Timoptol qui est un bêta-bloquant et qui est disponible. À ma connaissance, je n'ai pas très bien compris parce que ce sont des spécialités comme les autres spécialités. Ok. Donc, la DCI n'est pas encore dans le domaine public. Ça veut dire que c'est des nouvelles molécules qui n'ont pas encore 20 ans sur le marché. À connaissance, je ne connais pas vraiment de génériques rebrandés. Je pense que c'est des génériques simples et des spécialités. Docteur Bado, environ combien est-ce que vous estimez vraiment très globalement le traitement chirurgical au Burkina Faso? Docteur Lalogo, j'ai l'impression qu'on a perdu Docteur Bado. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée? Parce qu'il nous. Ok. Docteur Bado, vous étiez en train de parler. Oui, voilà, oui, j'étais en train de parler des réseaux et compagnie. Pour ce qui est de l'ordre d'idée, le public, je pense que parce qu'il faut faire la part. Il y a le cas opératoire, il y a ce qu'on paye à l'hôpital. Si ma mémoire est bonne, qui ne dépasse pas les 25 000 maximum, je pense, un peu moins quand même, moins de 25 000. Il y a aussi tous les médicaments qu'on paye autour, qui, voilà, là, le prix, je ne peux pas l'estimer. Mais ce que je retiens, c'est que
avec moins de 100 000 francs, on peut avoir une chirurgie donc voilà, du glaucome, voilà, bien fait donc au Burkina. Ok, parfait. Docteur Lalogo, et le laser, vous dites que ça n'existe que dans le privé. Est-ce que vous avez une idée de combien est-ce que ça peut coûter? En séance, je crois que la séance, c'est entre 30 000 et 45 000, si je ne me trompe pas. J'adresse la question peut-être à... D'accord, très bien. Alors, pour le suivi du traitement, il y a deux volets à prendre en compte. Le premier volet, c'est déjà la tolérance des médicaments que l'on a institués. Ça, c'est un élément important parce qu'il y a plusieurs études qui ont montré que c'est un facteur d'abandon de traitement. Voilà. Si le patient il ne tolère pas les médicaments qu'on lui prescrit, il peut abandonner. Donc, ça, c'est un élément Bien important sûr, qui fait que dès que bien vous sûr. prescrivez le traitement, il faut revoir le patient dans un court délai pour voir est-ce qu'il supporte le médicament, est-ce qu'il y a des effets secondaires, comment est-ce qu'il faut prendre des mesures. Le second volet du suivi, c'est la surveillance des signes du glaucome. Voilà. Et comme on l'a dit, la surveillance a deux volets. Il y a la surveillance. Déjà, il faudra voir est-ce que au niveau du nerf, quelle est la quantité de cellules qui restent? Parce qu'on a aujourd'hui des appareils qui nous permettent de le calculer, de le savoir, d'avoir l'épaisseur, donc l'épaisseur des fibres, des fibres, voilà, de manière claire, on a un chiffre, voilà, et on suit ce chiffre au fur et à mesure pour voir est-ce que ce chiffre diminue de manière rapide ou pas. Voilà. Et si ce Ok, chiffre diminue, ça veut dire que le patient il perd beaucoup de fibres, il faut réajuster. Il y a aussi le champ visuel, qui est un élément clé aussi de la surveillance, qui permet de voir est-ce que les cellules qui restent au niveau chez le patient fonctionnent bien. Donc, est-ce que le patient, il voit, est-ce que son champ visuel est en train de rétrécir? Parce qu'un élément clé qu'on a dans le glaucome, c'est que lorsque le patient ne voit plus de son œil, c'est qu'il a il a perdu quasiment toutes les cellules, toutes ces cellules rétiniennes qui doivent lui permettre de voir. Parce que le glaucome, il attaque donc la rétine de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, c'est comme si il vous restait un truc comme ça. C'est-à-dire que tout autour, c'est noir, vous ne voyez plus rien. Donc, c'est un élément, il faut généralement un examen qu'on appelle le champ visuel qui permet de voir est-ce que le malade, le patient, son champ visuel est en train de se rétrécir ou est-ce que le champ visuel est stable? Est-ce que la maladie est stabilisée ou est-ce que la maladie... Donc, voilà. Donc, c'est les éléments ok, clés très bien. qu'on prend en compte. Très bien. Docteur Bado, vous avez mentionné un examen qui permet de mesurer l'épaisseur des fibres nerveuses au niveau du nerf optique, c'est ça? À la jonction du nerf optique et de la rétine. Est-ce que vous pouvez nous nommer cet examen-là? Et puis, comment est-ce qu'il se passe? Honnêtement, je l'ai découvert récemment parce que quand nous, on faisait médecine, je pense qu'il n'était pas disponible. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, je pense que quand on faisait médecine, c'était disponible, mais peut-être que ce n'était pas assez vulgarisé dans nos pays. C'est Ok, pourquoi on l'a peut-être pas su en son temps. Sinon, un examen qui existe depuis longtemps, qui est la tomographie par cohérence optique. Donc, c'est un examen, c'est comme pour ceux qui ont déjà été sur l'ophtalmo, qui ont déjà déposé la tête sur la lampe à fente, on dépose le menton et le front et on regarde droit dans un appareil, c'est comme une lampe à fente. Vous avez un objectif où vous regardez, vous devez donc fixer un point et la machine, en fait, avec de l'infrarouge, voilà, envoie des rayons au niveau de l'œil et voilà, il y a un mécanisme qui est mis en place pour que la machine puisse faire des coupes de la rétine parce qu'il y a plusieurs couches au niveau de la rétine. Donc, la machine fait des coupes et la machine peut permettre donc de calculer l'épaisseur des différentes couches de la rétine. Donc, comme si c'est le glaucome qui vous intéresse, donc vous allez vous intéresser sur la couche des cellules ganglionnaires au niveau de la macula, donc c'est une zone de la rétine, et aussi des couches. Voilà, ce n'est pas qu'une seule couche, c'est plusieurs éléments, plusieurs chiffres qu'on a et qu'on observe et que l'on suit. L'élément important, c'est de pouvoir corréler ces chiffres-là au champ visuel. C'est pourquoi, en général, les patients vous diront qu'ils ont deux examens à faire. On va les prescrire donc l'OCT, qui est la tomographie par cohérence optique, qui permet de calculer l'épaisseur des couches là.
et le champ visuel. Voilà, qui permet aussi de voir comment ça fonctionne. Et il faut pouvoir corréler cela pour pouvoir dire le glaucome, il est stabilisé, le glaucome, il progresse, donc il faut que je prenne des mesures au-delà de ce qui est déjà voilà, pris pour, pour ralentir Non, l'évolution du excellent. glaucome. Très bonne explication. Et donc, on le fait au même temps, en même temps que le fond 2 ou on le fait séparément. Alors, on les fait séparément. Le fond d'œil, c'est un examen qui permet de regarder uniquement la tête du nerf optique. On regarde uniquement. Or, l'examen dont je parle, donc, qui est le CT, permet de vraiment calculer l'épaisseur voilà, des fibres au niveau de la rétine. OK. Docteur Lalogo, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comme Docteur Bado l'a fait pour le champ d'œil? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Comment est-ce que l'examen se passe en pratique? Et puis, qu'est-ce qu'on regarde? Moi, j'ai vu c'est quoi qu'on voit sur les examens avec plein d'axes et puis des points noirs? Vous pouvez nous expliquer juste de façon très simple pour que le patient puisse avoir une idée de quoi il s'agit. Je ne demande pas d'expliquer de façon très détaillée, mais expliquer de façon très simple, superficielle, pour que le patient comprenne le fond. Champ visuel. Le champ Docteur visuel, Lalogo, déjà, c'est. comme Donc, ça, OK. on est ce champ visuel. Il est comme ça. Il est large. Donc, on l'évalue parce que le glaucome affecte déjà le champ visuel, comme on l'a dit précédemment. Donc, l'examen va consister à poser la tête du patient devant un appareil et on va tester son champ de vision. Ça veut dire que normalement, le patient va regarder tout droit et il a une commande où il appuie sur un bouton pour dire que s'il a vu l'image. Donc, l'image apparaît n'importe où dans l'appareil, mais le patient ne le cherche pas. Donc, on teste la vision, voilà. Donc, si le patient a eu la vue, il appuie sur le bouton, dit que j'ai vu. Donc, la machine enregistre comme un résultat qu'il a vu la lumière. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Généralement, ça se passe dans une pièce calme et, et on fait œil par œil pour pouvoir un peu déterminer si le champ visuel est normal ou s'il y a des atteintes du champ visuel. Parfait. Docteur Lalogo, ça tombe bien que vous décriviez ça comme ça. Est-ce que c'est pas un peu subjectif? Est-ce que le patient, parce qu'il est stressé, parce qu'il va avoir de bons résultats, ne pourrait pas appuyer et dire qu'il a vu alors qu'il n'a pas vu? Donc, autrement dit, est-ce que vous vous envoyez de fausses informations pour vérifier la fiabilité? Est-ce que vous étalonnez? Bien sûr, bien sûr. Normalement, quand on prend le champ visuel, on l'analyse. Vu que c'est les techniciens qui le font, on demande déjà les circonstances dans lesquelles l'examen s'est passé. Normalement, ça doit se passer dans de bonnes circonstances. Si le patient est stressé ou bien s'il larmoie, ça peut jouer sur le champ visuel, s'il est fatigué. Donc, et il y a des seuils qu'on regarde pour savoir si le test est valable. Parce que normalement, il y a des faux positifs et des faux négatifs. Normalement, il y a un seuil. Au-delà de 33% de ce seuil-là, c'est un seuil qui n'est pas acceptable. Donc, il ne doit pas faire beaucoup plus d'erreurs. On sait qu'il peut faire des erreurs, mais il y a un seuil qui est quand même tolérable. Donc, on regarde tout ça et puis pour pouvoir même attester de la validité de l'examen avant de pouvoir voir s'il est interprétable. Donc, c'est comme vous l'avez dit, c'est un examen qui est subjectif et on demande souvent aux patients de refaire le test, voilà, pour s'assurer que réellement, il n'y a pas vraiment des anomalies qui ne sont pas vraiment dues au glaucome. Donc, le patient peut être amené à répéter le champ visuel. OK, excellent. Alors, donc, si j'ai bien compris, pour le suivi du glaucome, il y a deux principaux examens que vous faites pour suivre l'évolution, poursuivre la tolérance, poursuivre l'évolution de la maladie, pour voir si le traitement a un effet, si le glaucome se stabilise ou si malheureusement il progresse. Donc, c'est ces deux principaux examens-là que vous faites. Juste pour avoir un ordre d'idée, docteur Lalogo, combien coûtent les deux examens? Combien coûte le champ visuel et puis l'examen qui permet de mesurer l'épaisseur des fibres du nerf optique? Alors, je précise que ce n'est pas les deux seulement, parce qu'il faut
faut mesurer également la C'est pression ça. de l'œil. C'est le seul facteur Ok. sur lequel on peut agir sur le glaucome. Donc, on mesure la pression de l'œil. Normalement, il y a certaines molécules qui permettent de baisser de 30 à 40% la pression de l'œil. Donc, si le patient vient avec une pression à 20, quand on va le recontrôler, on va s'assurer que est-ce que la molécule qui permet de baisser là, est-ce qu'effectivement la baisse est effective. Donc, la pression, c'est d'abord le premier critère qu'on regarde, parce que Ok. c'est le critère qu'on peut modifier. Ensuite, on va analyser la structure. La structure, c'est comme docteur Bado l'a dit. Moi, je dis souvent aux patients, c'est comme un balai. Vous achetez votre balai au marché, il est bien dur, il y a des brindilles, et l'examen va consister à compter le nombre de brindilles qui restent. Le brindille représente la tête du nerf optique. Au fur et à mesure que vous utilisez votre balai, les brindilles diminuent. Donc, le balai perd de sa force. Donc, quand vous allez venir, on va compter pour voir est-ce que le balai est toujours tonique comme vous l'avez acheté dès le départ. Ensuite, maintenant, la fonction du balai, c'est ça le champ visuel. Ce que le balai permet de faire. Un balai qui est faible ne va pas permettre de bien balayer, comme un balai qui est acheté nouvellement, qui permet de bien balayer. Donc, c'est ça la fonction qu'on va tester à travers le champ visuel. Alors, pour ce qui est de l'OCT, Dr Bado l'a dit, c'est tomographie par cohérence optique, mais c'est la version anglo-saxonne qu'on utilise. Les patients connaissent sous le terme de OCT, Optical Coherence Tomography. Donc, l'examen, il coûte entre 25 000 et 45 000. Mais voilà, c'est des prix qui varient. Le public peut-être un peu plus moins, entre 15 000 et 18 000. Donc, c'est des coûts qui varient. Donc, on va peut-être dire une fourchette de prix entre 15 000 et 45 000 pour l'OCT. Et pour ce qui est du champ visuel, les coûts varient entre 10 000 et 20 000, 25 000. Ok, parfait, excellent. Alors, merci beaucoup. On a compris le glaucome jusqu'à là. Mais une chose m'a interpellé, une chose m'a beaucoup interpellé pour le traitement, pour son suivi. On parle de pression. Tous les médicaments que vous avez énumérés agissent sur la pression. Et vous l'avez dit dans le cadre du suivi, c'est la pression qu'on suit parce que c'est, vous avez dit, le seul facteur qu'on puisse modifier. Est-ce à dire que des patients qui ont un glaucome avec une pression normale, ils n'ont pas de traitement, il n'y a pas de traitement pour eux? Comment est-ce que on gère des patients qui ont un glaucome avec une pression normale? Parce que vous l'avez dit au début, on peut avoir un glaucome avec une pression normale. L'un ou l'autre, est-ce Alors, que l'un, vous pouvez répondre si celui qui souhaite? donc, oui, pour répondre à votre question, le glaucome à pression normale existe et c'est une entité à part. C'est pas la même, il est différent du glaucome à angle ouvert. Parce que lorsqu'on a généralement un glaucome à pression normale, on recherche des facteurs favorisants. Donc, on recherche qu'est-ce qui peut avoir détruit le nerf optique pour entraîner ce glaucome-là, pendant que la pression, qui est le facteur principal dans le glaucome à pression normale, est normale. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Si la pression Oui, est oui. normale, il faut chercher forcément, il y a forcément un facteur qui détruit le nerf. Donc, c'est lequel? Et en général, vous allez voir que c'est souvent des facteurs vasculaires. Voilà. On n'a pas Ok. expliqué en détail la physiopathologie du glaucome, mais les facteurs vasculaires sont des éléments assez importants. Un patient qui est hypertendu, qui est diabétique, qui a des facteurs de risque cardiovasculaire, qui est obèse, qui fume, qui a ce qu'on appelle donc l'apnée du sommeil. Donc, pendant le sommeil, qui a des variations de son rythme respiratoire, qui oxygène peu donc le cerveau et donc la rétine pendant le sommeil, c'est des éléments qui peuvent entraîner des pertes de cellules ganglionnaires, donc des pertes de cellules liées au glaucome. Et lorsque ces cellules-là sont détruites, c'est le glaucome, comme je l'ai dit dans la définition. Donc, dans ce type de glaucome, il faut déjà rechercher les facteurs qui vont favoriser la survenue du glaucome et ensuite mettre des médicaments qui permettent de réduire davantage la pression de leur œil pour ne pas aggraver. Ok, on a bien compris, il faut retrouver la cause et puis la traiter. Docteur Lalogo, comme on a perdu Docteur Bado, quel est le pourcentage, quelle est la prévalence du glaucome à pression normale au Burkina Faso?
est-ce qu'on a des idées, des chiffres hospitaliers? Dans les études hospitalières que vous avez mentionnées au début, est-ce que vous vous souvenez de la prévalence du glaucome à pression normale au Burkina? Je n'ai pas connaissance de prévalence du glaucome à pression normale. Ok, C'est comme ok, le docteur Andrew l'a dit, c'est un glaucome qui est intéressant. Je ne peux pas avancer des chiffres, mais je sais qu'on en croise en consultation. Et c'est comme on l'a dit, il y a des critères et il faut vraiment s'assurer que ces critères sont respectés pour vraiment dire que c'est un glaucome à pression normale et convaincre le patient d'adhérer au traitement parce que le patient ne va pas comprendre pourquoi la pression est normale et on lui dit qu'il faut faire un traitement. Donc, oui, oui. c'est comme le Mais, docteur mais je tiens l'a quand dit, même, c'est j'insiste, vraiment un j'insiste, je vais avoir une autre idée. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien de patients est-ce que vous avez sur les patients glaucomateux? Est-ce qu'on est dans les 10% ou on est vraiment, c'est très minime, c'est marginal, c'est moins de 5% par exemple? c'est un peu difficile de répondre à la question, d'autant plus que je ne fais pas vraiment faire le compte de tout ça. Donc, je m'en voudrais de donner voilà. Oui, 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 bien sûr, oui. Ok, très Et bien. juste dire il est un peu moins fréquent que le glaucome à angle ouvert, mais voilà, il faut Un des peu moins études. ou beaucoup moins fréquent? Bon, il est moins fréquent. Ok, il est moins fréquent. Il est moins fréquent. Et puis aussi, et un élément clé qu'il faut prendre en compte, c'est que il est aussi sous-diagnostiqué. Parce que ce glaucome, et le glaucome à pression, le glaucome à angle ouvert, a une pression qui est élevée, une pression anormale. Le patient va dans un centre ophtalmologique, n'importe lequel, et qu'on prend sa pression intraoculaire et qui est élevée, on peut être interpellé et poser et penser au glaucome. Mais dans le cas du glaucome à pression normale, le patient peut passer dans plusieurs fois dans les centres de santé. Lorsqu'on n'a pas en tête de bien examiner le nerf optique et de penser, voilà, on peut passer à côté. Donc, c'est quelque chose, c'est une pathologie qui est sous-diagnostiquée à mon avis. Ok, Donc, je pense que voilà, c'est un élément aussi important à prendre en compte. très bien, excellent. Excellent. Donc, avant de discuter de la prévention, du dépistage, je souhaite qu'on aborde un peu les plantes médicinales. Vous le savez, c'est pas un secret, j'aime les plantes médicinales. À votre connaissance, dans le cadre de votre pratique, vous avez rencontré des patients qui utilisaient, en plus du traitement que vous prescriviez, des traitements traditionnels. Juste répondez par oui ou non, et puis je vous poserai d'autres questions. Bado, est-ce que vous avez croisé un patient qui utilise des plantes pour son glaucome? Alors, j'ai rencontré dans certains cas des patients qui ont utilisé des traitements, on dira tradithérapie, mais je ne sais pas si c'est des plantes ou c'est d'autres choses. Parce que Ok. aussi on a aussi remarqué qu'il y a certaines personnes voilà, c'est pas forcément des plantes, mais bon, qui ont certaines molécules qu'on a au niveau de la pharmacie qui essaie de faire voilà, des traitements à base de cela. Ok, très bien. Et vous, docteur Mhm. Lalogo, est-ce que vous connaissez des patients qui vous disent, ah, pour traiter mon glaucome, j'utilise telle plante? Oui, les patients parlent souvent des traitements de pharmacopée traditionnelle, mais on n'a pas une idée vraiment de ce qu'ils utilisent exactement. Donc, ils en parlent souvent, mais réellement, on n'a pas une idée de quel temps il s'agit. Souvent aussi, il parle de décoction. C'est vraiment un traitement qu'ils font à part. Ils nous en parlent, mais on n'a pas une idée de la nature de ce traitement. Ok, très bien. Alors, docteur Lalogo, docteur Bado, dans la préparation de cette émission, on a discuté d'une étude ghanéenne qui a utilisé le petit cola, bitter cola, petit cola qui est vendu un peu partout depuis environ 5 ans au Burkina Faso, dans les maquis un peu partout. Ils ont étudié cette plante-là dans le glaucome. D'abord, j'aimerais avoir votre avis global sur cette étude-là. Et puis, qu'est-ce que vous pensez? Demain, si un patient vous dit, moi, je veux bien prendre vos traitements, mais je crois beaucoup aux plantes. Est-ce que vous pouvez me recommander une plante que je peux associer à mon traitement? Je dis bien associer à mon traitement. Est-ce que vous serez prêt à lui dire, OK, pourquoi pas? Parce qu'il y a des études qui ont montré que pour améliorer l'observance,
améliorer l'adhésion au traitement, il faut que le patient soit convaincu du traitement. Si le patient pense que le traitement traditionnel peut l'aider, l'adhésion sera d'autant plus facile. Donc, c'est dire que si vous arrivez à concilier les deux, vous aiderez peut-être le patient à être plus compliant par rapport au traitement. Donc, d'abord, quel est votre commentaire sur le petit cola dans le traitement du glaucome? Et tout ce que j'ai trouvé, c'est intéressant parce que dans toute la littérature, on n'a pas retrouvé d'études qui faisaient le lien entre le glaucome et la phytothérapie, le traitement des plantes, qui est beaucoup plus utilisé dans notre contrée. Donc, déjà, c'est une étude que je... Mais qui a recommandé directement des patients, peut-être que je mettrai des réserves parce que dans l'étude, on a remarqué que l'étude avait un facteur qui et, dans la conclusion, ça permettait de baisser de 21% la pression euh, intraoculaire chez les patients qui sont jeunes et qui ne sont pas glaucomateux. Donc déjà, c'est déjà bien de savoir que ça marche sur des sujets simples. Parce que on aurait pu peut-être développer l'étude, voilà, pour essayer de la contextualiser chez les patients glaucomateux pour voir qu'est-ce que ça donne. Pour avoir une preuve scientifique. Après, tout nous sommes des scientifiques pour pouvoir recommander à un patient, il faut quand même une preuve scientifique pour pouvoir recommander à un patient d'utiliser ce petit groupe-là. Déjà, bon, peut-être c'est voir déjà, euh, les chercheurs sont un peu poussés cette étude-là qui serait vraiment bénéfique pour les patients. Très bien, excellent. J'entends très bien ce que vous dites. Docteur Bado, peut-être un commentaire rapide aussi. Oui, je suis d'accord avec lui. Effectivement, c'est une belle étude. Moi, par principe, je me garde d'interdire aux patients de faire un traitement, d'observer un traitement complémentaire, voilà, ce que je prescris. Tant que ce traitement ne met pas en danger sa santé et tant que ce traitement donc ne contre-indique pas le mien. Voilà. Donc, si effectivement le patient me dit il prend, voilà, il a des feuilles, des décoctions qu'il prend, je lui dirais juste de faire attention au dosage, d'aller, voilà, de faire attention à ses volets. Mais c'est surtout qu'on travaille de plus en plus dans nos pratiques à avoir des preuves de l'efficacité de ces médicaments. Et c'est bien sûr avec joie que nous allons donc proposer voilà, ces traitements-là à nos patients, si effectivement des preuves sont établies. Ok, très bien. Donc, vous, l'un ou l'autre, vous êtes ouvert à une telle étude dans vos centres. Est-ce que si moi, je viens vous voir pour étudier cette plante-là chez vos patients glaucomateux, par exemple, vous serez d'accord pour qu'on le fasse ensemble? Ah ben moi, je suis d'accord. Moi, je serai d'accord. Maintenant, il faut le consentement des patients avec Ok, plaisir. On a déjà chose qu'il faut investiguer. On pourra le faire plus tard. Alors, je souhaite maintenant qu'on aborde le dépistage. On l'a mentionné depuis le début, le dépistage est extrêmement important. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait le dépistage? Comment est-ce qu'on fait le dépistage du glaucome? Quelles sont les recommandations au niveau national? Je sais pas, l'un ou l'autre. Bado peut-être ou Lalogo, celui qui veut peut prendre la parole. Bon, je peux ce qui commencer est et du puis là, le gars dépistage va faire du le glaucome. complément. Ok. D'accord. Allez, Bado, il faut aller.
Donc, il faut prendre la pression intra-oculaire. Et cette pression, le chiffre à lui seul ne veut pas dire grand-chose pour nous. Parce que vous pouvez avoir un chiffre, comme la l'a dit, il a donné la norme, la fourchette, entre 10 et 20. Vous pouvez avoir une personne qui a un chiffre à 21, mais pour nous, qui n'est pas normal. Parce que un des éléments clés auxquels il faut corréler la pression intraoculaire, c'est l'épaisseur de la cornée. Pour faire simple, la pression que j'ai dans une balle de football, ce qu'une balle de football peut supporter comme pression, c'est pas la même chose que ce qu'un ballon que les ballons que les enfants soufflent pour jouer, qui sont assez fins. C'est pas la même pression que ce ballon peut supporter. L'épaisseur de la cornée est élevée. La pression que l'œil peut supporter donc, peut être est importante. Donc, la personne peut avoir un chiffre, une pression à 21 ou 22, mais parce que l'épaisseur est grande, je ne m'inquiéterai pas. Donc, mais la personne peut avoir une pression à 18 ou à 19, mais parce que l'épaisseur est très fine, je vais dire, ah, attention, il faut que je pousse davantage. Donc, il y a la pression, voilà, qu'on va corréler à l'épaisseur de la cornée. On va aussi regarder l'angle, comme on l'a dit, l'angle de l'œil qui est un élément important. Et l'autre élément important, c'est la papille, donc la tête du nerf optique, donc le nerf lui-même. Il faut l'observer, voir comment il est. Il a des caractéristiques qui nous font penser au glaucome. Lorsqu'on finit donc cette étape, on peut maintenant faire des examens, comme on l'a dit. Voilà, on fait donc l'OCT qui permet de calculer l'épaisseur des fibres, voilà, du nerf, pour voir voilà, la quantité. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? En fonction de l'âge de la personne, du sexe, tout ça, voilà. Et on peut compléter cela par un champ visuel. Voilà, qui permet aussi de voir est-ce que la rétine fonctionne normalement, oui ou non. Donc, voilà, grosso modo, voilà ce qu'on peut faire. Et en cas de doute, il y a d'autres examens un peu plus poussés qu'on peut faire, mais qu'on n'utilise pas régulièrement. Habituellement, ce sont ces éléments qu'on utilise. Ok, très bien. Mais là, c'est vraiment un dépistage, je vais dire, à l'hôpital. Et de façon en santé publique, de façon vraiment santé, quelles sont les opérations de santé publique pour le dépistage? Parce que ce que vous dites là, moi, à Logbout, mais mon oncle qui est à Logbout, c'est pas évident ça. Est-ce qu'il y a il y a Bien des sûr. opérations, il y a des stratégies de santé publique qui permettent quand même de retrouver le maximum de personnes qui souffrent de glaucome et de les ramener dans le système pour leur prise en charge? Absolument. Alors, en santé, tout à fait, bien sûr. Non, en santé publique, ce que l'on fait habituellement, sans beaucoup d'appareillage, nous avons des appareils portatifs qui nous permettent de prendre les pressions de l'œil. Donc, en santé publique, peu importe le village, on a des petits appareils tout minuscules qui permettent de prendre les pressions. En santé publique, on peut le faire assez facilement. D'accord? On a aussi des appareils qu'on appelle ophtalmoscopes, qui sont des sortes de torches avec une loupe intégrée qui permet de regarder le nerf, dans la tête du nerf. Avec ces deux informations, la pression de l'œil et donc l'aspect de la tête du nerf, on peut dire, ah, ce patient est suspect de glaucome, voilà, ou ce patient, vraiment, il n'est pas suspect de glaucome. Donc, en général, c'est ce qu'on utilise pour faire donc le dépistage en milieu, donc en stratégie avancée. Ok, très bien. Excellent. Maintenant, cela suscite une question. Est-ce que les médecins généralistes, par exemple, sont formés pour dépister le glaucome? Je veux compléter je voulais juste compléter en disant qu'aujourd'hui, grâce à la possibilité de faire, par exemple, la réunion qu'on est en train de faire en utilisant Internet, on peut faire ce qu'on appelle la télémédecine. C'est-à-dire de pouvoir prendre une photo du nerf de l'œil et de le transmettre à un ophtalmologue ou qu'il soit dans le monde pour qu'il puisse interpréter. Donc déjà, ça c'est un avantage. C'est une expertise. Donc, on peut former quelqu'un qui va prendre les photos des yeux des patients qui sont dans les zones calculées et le transmettre dans le système que l'ophtalmologue
puisse interpréter ou bien dire que si le patient est suspect, s'il doit venir dans un centre plus poussé où on va faire des examens détaillés. Donc, disons que quand même, l'Internet est venu quand même euh, aider beaucoup de Utilité choses. aussi. Ok, excellent, excellent. Et la question des médecins généralistes, je dirais que en dehors peut-être du stage qu'ils reçoivent euh, quand ils passent l'ophtalmologie ou bien des cours d'ophtalmologie, je n'ai pas connaissance euh, qu'ils sont vraiment aptes à ils peuvent suspecter le glaucome et adresser à l'ophtalmologue, mais on gagnerait également à les former, à les sensibiliser pour qu'ils puissent référer plus de patients. Non, très bien. On reviendra là-dessus. Je vous poserai des questions justement pour avoir votre avis là-dessus en fin d'émission. Alors, très bien. Je pense que on a quand même épuisé on a discuté longuement sur le glaucome. Pour les dernières questions, je regarderai dans le chat s'il y a des questions. Alors, pour conclure, docteur Bado, quel conseil est-ce que vous allez donner à un patient dont un des parents est aveugle du fait du glaucome? Alors, le conseil que nous pouvons donner dans ce cadre, c'est de se faire dépister. Voilà. Le glaucome, il est silencieux. Effectivement, à partir de 40 ans, le risque est plus important. Mais avant 40 ans, il y a toujours des formes de glaucome. Voilà. Parce que, on l'a dit, il y a une certaine hérédité dans le glaucome. Il y a même des gènes qui ont été isolés. On connaît des gènes qui sont donc, voilà, qui donnent le glaucome. C'est connu, voilà, c'est un fait. Ceux qui ont des parents qui ont le glaucome, et il faut se faire dépister au moins une fois par an, maximum 2 fois par an. Voilà, si vous allez, dans tous les cas, si vous allez vous faire dépister en fonction des signes que vous avez, donc l'ophtalmologue vous dira, bon, on peut vous revoir dans une année ou dans 2 ans. S'il voit un début de signe ou s'il voit un signe suspect, il vous dira, bon, je vous vois un peu plus tôt pour être sûr. Comme on l'a dit, les examens, souvent, il faut faire aussi des différentiels. Voilà, vous pouvez faire un examen, mais avoir des signes qui ne sont pas très, très caractéristiques du glaucome. Donc, on peut vous voir un peu plus tôt pour faire la part. Le dépistage est le mot-clé. Quand on y pense, on n'y pense pas assez. Donc, il faut y penser encore plus quand on a vraiment de la famille, quelqu'un de proche vraiment dans la famille qui a le glaucome. Il faut se faire dépister, il faut se faire suivre et surtout, il faut suivre les traitements. L'observance est très important. Ce n'est pas parce que la pression de l'œil est importante et est normalisée que le glaucome est fini. Parce qu'on a aussi ce cas-là. Je ne sais pas si vous en parlerez plus tard, mais c'est un élément aussi qui me tient à cœur, qu'il faut faire comprendre aux patients. On peut faire un traitement, votre pression passe de 30 à 15 ou à 18, la pression est normale, mais ça ne veut pas dire que le glaucome est guéri, est fini. Le glaucome, il est peut-être stabilisé, mais il faut continuer le traitement, suivre les consignes donc, du médecin qui vous suit. Ok, très bien. Peut-être, docteur Bado, ici, il faut renforcer le fait que le glaucome est une maladie chronique. Pour le moment, on n'a pas de traitement qui permet de le guérir. Est-ce que ce que je dis est vrai? Une maladie chronique, c'est un plan curatif en tant que tel, mais c'est ce que je vous précisais dans le but du traitement. Le but du traitement, c'est d'aider à ralentir progressivement, ralentir la progression de la maladie. Si la maladie est ralentie, c'est-à-dire que la vue sera préservée le plus longtemps possible. Très bien. C'est très Donc ça, on clarifie ça. Donc c'est une maladie pour laquelle il faut poursuivre le traitement à vie. Ok, pour le moment. Pour le traitement qu'on a, c'est à vie. En tout cas, le traitement médicamenteux. Docteur Bado, vous avez dit que pour un patient dont un parent serait avec du fait du glaucome, la clé, c'est le dépistage. Est-ce que, en plus du dépistage, il y a des mesures hygiéno-diététiques qui permettraient de réduire le risque ou en tout cas de retarder la survenue du glaucome? Docteur Lanogo, puisque Bado est parti,
est-ce qu'il y a des mesures hygiéno-diététiques qui permettraient de retarder la progression ou même de prévenir chez ces patients à risque? Des mesures hygiéno-diététiques, c'est un peu difficile parce que docteur Bado vous l'a déjà dit que il y a déjà une notion d'hérédité. Dans les gènes, comment on peut pas agir sur les gènes. Si vous avez ça déjà dans les gènes, bon, il n'y a pas de mesures hygiéno-diététiques qui puissent agir sur les gènes. Donc maintenant, c'est quand ça va se déclencher qu'on ne sait pas. Le fait d'avoir un antécédent familial, c'est-à-dire le père ou la mère ou un frère ou une sœur qui a un glaucome, vous êtes beaucoup plus à risque de faire le glaucome. Et déjà, le glaucome chez le sujet à peau foncée, il apparaît plus précocement, il est très agressif. Donc, d'où l'intérêt de revenir sur ce qu'on appelle le dépistage. Le dépistage est le dépistage précoce. Il faut faire le dépistage très tôt. Voilà, s'il y a un antécédent familial. Parce que s'il y a une notion de gène, bon, c'est difficile d'agir sur la génétique. Bien sûr, bien entendu, ça c'est clair. Ok, très bien. C'est bien noté. C'est pas comme par exemple le diabète dans lequel on sait qu'il y a une forte composante génétique, mais l'activité physique, une bonne hygiène alimentaire, le fait de ne pas rester sédentaire permet de retarder l'apparition, même si on a quel est le terme encore? Même si on a les gènes qui font on est à risque. Dans le glaucome, il n'y a pas ça, n'est-ce pas? Il y a pas, par exemple, de techniques comme faire le sport, ça aiderait, ou ne pas être stressé, ou dormir tôt, je ne sais pas, porter des correcteurs. Il n'y a rien qui puisse aider. Il faut juste se faire dépister. Ces facteurs-là vont exister, mais c'est pas des facteurs directs. Comme on l'a bien signifié, et dans certains types de glaucome. Vous voyez, par exemple, le diabète est classé comme un facteur de risque du glaucome, mais c'est pas un facteur majeur. Tout ce qui est pathologie qui va jouer sur la vascularisation, la perfusion, l'oxygénation du nerf optique est un facteur de risque indirect du glaucome. OK. Voilà, donc si vous êtes obèse, vous fumez, vous avez des maladies cardiovasculaires, tout ça, c'est des facteurs indirects qui vont jouer sur la perfusion, c'est-à-dire que le sang qui va venir irriguer le nerf optique là. Et si le nerf est en souffrance, tout ça, ça peut contribuer à développer un glaucome. Mais ça ne veut pas dire que c'est directement ça qui va jouer sur le glaucome. Donc, c'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas vraiment de facteurs hygiéno-diététiques directs qui vont influencer sur la survenue du glaucome. Ok, très bien. Donc, ça, c'est bien compris. Alors, docteur Lalogo, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Si vous étiez demain ministre de la Santé, qu'est-ce que vous ferez pour améliorer la prise en charge du glaucome au Burkina Faso? La prise en charge devrait être inclusive et également, on devrait créer des centres de glaucome parce que c'est une maladie qui est cécitante et qui va jouer sur l'économie. Donc, si on ne voit pas très bien, on ne voit pas bien se développer. Donc, déjà, c'est de créer des centres qui vont traiter le glaucome et également favoriser la recherche parce qu'on dépend beaucoup de l'extérieur pour ce qui est du traitement. C'est comme vous l'avez dit, on n'a aucun traitement, tout vient de l'extérieur. C'est déjà de renforcer les centres de traitement, puis de renforcer les compétences des acteurs de la santé oculaire en général, pour ce qui est du dépistage, de la recherche, de l'enseignement. Contre la cécité en général. Ok, très bien. Donc, on a bien compris le message. La logo ministre de la Santé, c'est créer des centres d'excellence pour le glaucome.
c'est renforcer le dépistage et la recherche. Docteur Bado, je disais à Docteur Lalo que nous sommes quasiment au terme de l'émission. Est-ce que dans la prise en charge du glaucome, est-ce qu'il y a des traitements en développement qui pourront, dans l'avenir, révolutionner la prise en charge? Est-ce que, par exemple, il y a des traitements qui pourraient, dans l'avenir, guérir le glaucome? Par exemple, est-ce que vous savez s'il y a des études, par exemple, comme la greffe de la rétine, très enthousiasmants qui sont présentement en développement? Alors, les choses bougent parce que des recherches continuent. Alors, ce qui est nouveau, ce qui sera nouveau effectivement dans le glaucome, c'est l'arrivée donc de l'intelligence artificielle dans le glaucome. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui est en train de changer le dépistage, le diagnostic, d'accord, pour que même dans les zones reculées, pour ceux qui n'ont pas tous les équipements qu'on a tantôt listés, avec juste voilà, un petit équipement et un ordinateur, vous pouvez donc prendre des photos du fond d'un patient et la machine, l'intelligence artificielle vous dira si effectivement le patient a le glaucome ou pas, même sans les autres éléments. Donc, c'est un grand pas déjà. Voilà, je pense que ça va donc diminuer donc le coût de dépistage. Voilà. Les choses sont en train d'évoluer à ce niveau. Pour ce qui est des traitements, comme je l'ai dit tantôt, c'est plutôt au niveau du dispositif intraoculaire. Voilà, que les choses bougent beaucoup. Voilà. Parce que aujourd'hui, de plus en plus, quand on dépiste le glaucome, on se précipite. On a tendance à ne plus se précipiter pour mettre les gouttes. Parce que les gouttes, quand on les commence, effectivement, il y a des effets secondaires, il y a des irritations, il y a une petite gêne, il y a le confort du patient change un peu. Donc, on est en train de mettre en place des options comme le laser SLT, comme on a tantôt. Aujourd'hui, le laser SLT est retenu comme un traitement de première intention dans le glaucome. D'accord? Il y a aussi des dispositifs intraoculaires, voilà, qui existent déjà. D'autres sont en train de venir pour de plus en plus donc renforcer ces genres de traitements que l'on fait pour limiter au maximum l'évolution du glaucome. Mais actuellement, il n'y a pas encore de greffe de rétine, mais la recherche est en cours. Les recherches transgéniques sont en cours. Bon, on espère qu'un jour, on pourra trouver une solution. Voilà. Ok, excellent. Alors, merci beaucoup à vous deux. Docteur Lalugo, un dernier mot à l'endroit de vos patients. Et puis, Docteur Bado aussi dira un dernier mot à l'endroit des patients. Je pense qu'on allait voir les questions des auditeurs avant de conclure ou bien. Non, j'ai regardé, il n'y a pas de questions en fait dans. Ok. Ce qui se passe, je pense qu'il faudra donner les explications pour que vous puissiez adhérer au traitement et avoir un confort visuel le plus longtemps possible. Pour tous ceux qui nous suivent et qui ont des parents glaucomateux ou qui ont au moins 40 ans, c'est de faire le dépistage de façon précoce parce que le glaucome, sur le sujet approfondi, est beaucoup plus précoce, plus agressif et il progresse très rapidement. Donc, faites-vous dépister et s'il n'y a rien, votre médecin va vous donner un rythme de suivi. Préservez votre vue et préservez votre vie. Voilà, je dirais comme ça. Merci. Ok, merci beaucoup. Docteur Lalugo, votre intervention suscite une petite question que je souhaite clarifier avant de clôturer l'émission. Vous avez dit que sur le sujet noir, le glaucome a tendance à se développer de façon plus précoce, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on retient 40 ans? Parce que je sais qu'en Europe, c'est 40 ans qu'on retient. Mais pourquoi est-ce que nous, chez qui ça survient plus précocement, on retient aussi 40 ans? Est-ce que c'est parce qu'on a fait du copier-coller qu'on n'a pas encore de données? Ou est-ce que, voilà, c'est parce qu'on n'a pas encore de données tout simplement? Vous savez pourquoi est-ce que nous aussi on retient 40 ans? Si chez nous, c'est plus, ça survient de façon plus... Ce que vous avez dit, on n'a pas d'études. Est-ce qu'on se base sur l'étude des autres? On est obligé de retenir leurs chiffres. Mais peut-être qu'avec des études un peu plus poussées, peut-être que le chiffre, l'âge de 40 ans serait abaissé. Donc, c'est un appel aussi
tous ceux qui, eux, dans la recherche, de s'intéresser au glaucome et pour qu'on puisse avoir nos chiffres à nous, pour avoir nos recommandations. Ok, très bien. Donc, c'est des recommandations qui sont tirées de... C'est des recommandations globales internationales. Probablement que si on regardait la question en détail, on abaisserait l'âge recommandé pour le dépistage. Excellent. Docteur Bado, quel est votre dernier mot à l'endroit de vos patients qui vous suivent, des parents de patients qui vous écoutent? Alors, le dernier mot, c'est encourager les patients parce que nous savons que le glaucome est une maladie qui est chronique, qui est très budgétivore parce que voilà, ça nécessite un budget assez conséquent, nécessite un suivi assez régulier et contraignant. Voilà, souvent il y a le découragement, mais On vous entend? On est là du direct. Ouais, c'est ça. Et est-ce que je suis en ligne? Alors, c'est comme il a dit au début, on peut voir le patient de plus en plus, avec un suivi de plus en plus rapproché, mais au fur et à mesure que ça se stabilise, on peut le voir tous les 4 mois, tous les 6 mois. Donc, ça va dépendre vraiment du stade de la maladie, Du patient. de certains, beaucoup de facteurs. Voilà, mais en moyenne, quand ça se Ok, stabilise, mais en c'est moyenne, 2 les fois dans l'année. recommandations, ok, quand ça se stabilise, les Et recommandations, les c'est environ 2 fois recommandations dans l'année. sont fonction de, voilà, de, du Bien sûr. stade de la maladie et d'autres facteurs. Donc, en moyenne, si ça se stabilise, je dirais qu'en moyenne, c'est 2 fois dans l'année ou 3 fois dans l'année. Ok, parfait. Et à chaque fois, il faut qu'il fasse l'OCT, il faut qu'il fasse le champ visuel. Chaque fois que vous le voyez. Oui, tout à fait. D'accord, merci. Le suivi est contraignant, mais c'est vraiment encourager les patients à tenir bon. Et le glaucome, on ne guérit pas du glaucome. Comme je l'ai dit, je répète, la pression peut être normalisée, mais ce qui veut dire que c'est une bonne chose. Donc, il faut continuer dans la bonne voie pour maintenir la pression normalisée. Donc, pour ce qui est des parents, des personnes qui sont atteintes de glaucome, c'est de les encourager à se faire dépister des produits. Alors, merci beaucoup. Merci à vous deux, docteur Lalogo, docteur Bado. Merci d'avoir partagé votre expérience. C'était un grand plaisir. Merci à nos auditeurs qui nous suivront en direct et ceux qui nous suivront beaucoup plus tard. Alors, donc, je vous invite régulièrement à renvoyer vos patients vers cette vidéo-là pour s'éduquer sur leur glaucome, et puis cela aussi rend votre vie plus simple parce qu'un patient qui comprend sa maladie est plus adhérent au traitement, et puis ça vous permet de gagner en temps. Tous